Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Salariat en miettes, sociologie enquête. Ali Boulayoun et Lionel Jacot. Introduction. La sociologie, dont l'unité n'a jamais été véritablement acquise, connaît aujourd'hui l'ère de la diversification. Le pluralisme des sociologies, qui un temps semblait être plutôt considéré comme une pierre d'achoppement à la légitimation scientifique, est aujourd'hui érigé en second souffle. Ainsi, la sociologie du travail dont l'ambition était l'étude sous leurs divers aspects, de toutes les collectivités humaines qui se constituent à l'occasion du travail, Friedman G., Naville P., 1961, devant conférer à la discipline son unité d'analyse, a-t-elle connu une désagrégation progressive, voyant l'émergence et l'autonomisation relative de sous-disciplines. Sociologie des organisations, sociologie de l'emploi, sociologie de l'entreprise, sociologie du chômage et tutti quanti. Avant de nous pencher sur les mutations du salariat, il est nécessaire de questionner les grilles de lecture habituellement mobilisées pour en rendre compte. Nous interrogeons dans ce chapitre premier non seulement cette balkanisation de la sociologie du travail, et les enjeux qu'elle soulève, nous cherchons aussi à mettre en lumière la nature du renouvellement paradigmatique que d'aucune sociologie sous-tende. L'autonomisation de la sociologie des organisations, la construction d'une approche institutionnelle de l'entreprise dans les années 80, celle plus récente d'une approche cognitive, peuvent être posés comme des indicateurs symptomatiques non seulement de la fragmentation de la sociologie du travail, mais aussi et surtout des tendances théoriques que celle-ci peut recouvrir. De la même manière, la formalisation d'une sociologie de l'emploi et du chômage n'est pas sans ouvrir de nouvelles perspectives théoriques, invitant les chercheurs à explorer de nouvelles voies qui renvoient à des phénomènes nouveaux caractéristiques de la société salariale contemporaine. L'interrogation sur la sociologie de l'entreprise nous permettra de discuter de la consécration d'une nouvelle catégorie, l'entreprise, qui devient un objet d'étude à part entière alors qu'elle ne constituait pour la sociologie classique qu'un décor, le champ où elle puisait ses objets. Elle nous conduira aussi à saisir le statut épistémologique, la nature même et le rôle du travail sociologique, que peut sous-tendre ce renouvellement conceptuel de la discipline. La réflexion sur la sociologie de l'emploi nous amènera à voir ce que recouvre la substitution de l'emploi au travail, du rapport à l'emploi au rapport au travail en termes de programme scientifique. Dans la même section, l'attention accordée à l'objet chômage nous montrera combien les incertitudes et méandres de la société capitaliste peuvent orienter les recherches empiriques et théoriques en sociologie. Nous partons tout d'abord des fondements de la sociologie du travail française, et expliquons la balkanisation de la discipline pour montrer qu'elle ouvre le champ à de nouvelles théorisations. Notre premier regard porte déjà sur la sociologie des organisations marquée au sceau de l'analyse stratégique, supplantant la critique par un parti pris d'intervention. Nous débattons ensuite de la légitimité de ces nouvelles sociologies mentionnées ci-dessus, qui font respectivement de l'entreprise et de l'emploi, et du non-emploi, de nouvelles catégories pertinentes. Nous terminons enfin sur la proposition de concilier une sociologie du travail et du capital, s'incarnant dans une théorie du rapport salarial qui aurait le souci de ne pas scinder l'économique et le social. 1. De la fondation de la sociologie du travail à sa balkanisation. 1.1 Nos origines de la sociologie française du travail. De manière générale, on ramène les débuts de la sociologie du travail à la sociologie industrielle américaine et aux enquêtes que celle-ci a menées au début du XXe siècle. Ainsi M. Strobans dans son ouvrage concis de sociologie du travail, 1993a, rappelle que la sociologie du travail, en tant que discipline, s'inscrit officiellement dans la filiation de la sociologie industrielle américaine. Hawthorne serait à la sociologie du travail ce que la pomme fut à la physique newtonienne, Monjardet D. 1985. On peut admettre que la naissance de la sociologie industrielle américaine, avec les études expérimentales de l'équipe de Mayo, soit considérée comme le moment fondateur de la sociologie du travail. Néanmoins, pour rendre compte des conditions objectives de la construction de la discipline, faudrait-il encore sans aucun doute revenir sur les travaux précurseurs, les diverses influences théoriques et les origines de la sociologie du travail,
proudhonienne et marxienne, Rolpe, 1985. Il n'est pas lieu ici de remonter jusqu'au fondement de la sociologie du travail, juste souligner le rapport que celle-ci entretient avec le capitalisme dont le développement a généré une première réflexion critique qui est à la base de la tradition sociologique. La sociologie du travail s'est donc largement constituée en référence aux analyses de K. Marx, Artusa, 2003, et s'accomplira d'ailleurs dans une critique du taylorisme que l'auteur du Capital anticipera extraordinairement, en mettant en lumière la séparation de plus en plus nette entre la conception, les opérations intellectuelles et l'exécution, les opérations manuelles et en pointant la manière propre aux capitalistes accroître la productivité du travail social par des montages qui permettent de moins en moins aux ouvriers de s'approprier les effets de leur propre coopération. Née après la Seconde Guerre mondiale, elle se donne pour objectif de penser l'industrialisation et ses conséquences en termes de transformation des formes et des conditions de travail. On doit à G. Friedman une série de travaux sur l'influence des techniques sur la mentalité de l'homme. Parce qu'il a produit une réflexion originale sur le travail humain dans les sociétés industrielles, et qu'il incitera nombre de jeunes chercheurs à poursuivre dans son sillage, il est souvent considéré comme le père fondateur de la sociologie du travail en France. En 1946, il fait paraître un ouvrage qui porte sur les problèmes humains du machinisme industriel dont l'influence sera considérable auprès d'une génération de sociologues. Le mérite de cet ouvrage n'est pas tant dans la critique du taylorisme, déjà formulée ailleurs, mais plus dans l'interrogation nouvelle qu'il pose, celle des rapports de l'homme à la machine. Cette problématique le conduit à s'interroger plus globalement sur la civilisation industrielle, d'en faire l'objet privilégié de la sociologie du travail naissante. Le fait de poser la sociologie du travail comme la sociologie des sociétés industrielles révèle peut-être une tentation hégémonique consistant à en faire une des branches capitales de la sociologie, et jusqu'à un certain point, celle qui commande les autres avant de recevoir de celle-ci leur apport. Naville P. 1961. Il cache surtout l'aporie de la définition à laquelle les auteurs du traité de sociologie du travail, qui institutionnalisera la discipline, furent confrontés, et relève donc plutôt de l'absence souvent déplorée d'unité théorique de la discipline. On peut rappeler que pour évoquer la gestation douloureuse du dit traité, J.R. Tréanton, 1986, parle d'une large guimbarde dont l'équipe tirait à U et à Dia. Selon Desmonjardet, 1985, malgré des positions théoriques divergentes, notamment entre les deux codirecteurs G. Friedman et P. Naville, le traité aura le mérite non pas tant de constituer une discipline que de fonder une profession. Que trouve-t-on dans ce traité de sociologie du travail ? Quelle conception de la sociologie du travail y est développée ? Dans l'avant-propos même du traité, le travail est présenté comme le soubassement de la société, il est l'activité sociale qui assure le fondement de la société industrielle. Le travail est considéré comme l'expérience centrale de la vie en société. Il ne se limite pas à définir l'activité productive, même si G. Friedman et P. Naville annoncent d'emblée que le traité sera principalement centré sur le travail industriel. Le travail, pour G. Friedman 1961, c'est l'ensemble des actions que l'homme, dans un but pratique, à l'aide de son cerveau, de ses mains, d'outils ou de machines, exerce sur la matière, actions qui à leur tour réagissant sur l'homme, le Modient, page 12. Le travail apparaît comme le fait social par excellence, en dehors duquel il ne peut y avoir de compréhension de la société. La sociologie du travail française manifeste là son proudhonisme. Le rôle du sociologue consiste alors à étudier les formes que peut revêtir le travail. Il s'agit plus globalement d'étudier, sous leurs divers aspects, toutes les collectivités humaines qui se constituent à l'occasion du travail. Le sociologue pourra ainsi s'intéresser aussi bien à une communauté primitive de chasseurs, à un navire de guerre, à la vie de bureau ou plus traditionnellement à un atelier de production automobile. C'est pourquoi l'on ne parle plus de sociologie industrielle, mais de sociologie du travail. On passe d'une tradition empiriste centrée sur l'industrie, la sociologie américaine, à une tradition plus généraliste, plus théorique qui s'attache à comprendre l'étude des collectivités humaines au travail. À l'aune des pratiques de recherche, la sociologie française reste un temps une sociologie de l'industrie. Si la sociologie française s'est nourrie de la sociologie américaine, elle s'en démarquera sur différents aspects.
Dès ses premiers travaux, G. Friedman s'élève contre les conclusions de Mayo sur les expériences de la Western Electric. On ne saurait pour lui comprendre le travail humain en réduisant l'univers humain à l'univers de travail, en considérant ce dernier comme un espace homogène et clos. L'ouvrier qui fait partie d'un collectif de travail appartient également à d'autres collectivités, classes sociales, syndicats, nations, qui exercent chacune leur action sur la conscience ouvrière. Dès lors, pour comprendre les groupes au travail, il faut prendre en compte l'ensemble des déterminations. Pour autant, comme chez les tenants des relations humaines, G. Friedman propose de partir de l'atelier pour étudier le travail humain. Centré sur le travail industriel et focalisé sur l'atelier, la sociologie du travail s'intéressera surtout à la relation de l'homme à son travail. Elle dénonce ainsi, à l'instar de l'œuvre de G. Friedman, les méfaits du taylorisme et les conséquences de la rationalisation du travail. Elle s'attaque à la faveur des analyses de Pénaville, à la disjonction opérée entre le travail des machines et celui des hommes, montrant par là même l'aliénation des ouvriers par la mécanisation. Dans un souci de réhumanisation du travail, la sociologie du travail des années 60 et 70 est alors résolument critique. Elle fait ainsi du taylorisme la jauge pour évaluer le contenu du travail et elle en fait également une cible de choix. À l'instar de M. Lallemand 2003, on pourrait la qualifier de praxéologique et critique à contenu émancipatoire en reprenant la typologie habermasienne. Ce choix d'épistémologie, qui conduira parfois jusqu'à l'ouvriérisme universitaire, peut expliquer la focalisation de l'attention sur ce qu'elle considérait comme le noyau dur du monde de l'exploitation, à savoir l'atelier des grandes entreprises industrielles. Cette sociologie du travail que l'on peut qualifier de classique en ce qu'elle imprime un nouveau genre de recherche s'intéressera plus aux postes de travail, aux actes de travail, qu'au lieu dans lequel ils s'accomplissent. Elle va surtout se consacrer à la compréhension de la relation de l'homme au travail, se référant constamment à la situation technique et professionnelle du travail plutôt qu'à la conjoncture économique ou à la nature de la propriété, Tourena, 1994. Nombre de critiques lui ont été formulées. La sociologie du travail classique s'est presque uniquement occupée du travail industriel. Elle a travaillé exclusivement sur la grande entreprise, érigeant l'entreprise automobile fordienne en modèle canonique. Elle a étudié l'activité de travail au détriment des formes institutionnelles dans lesquelles elle se déroule. Elle a minimisé l'importance de la conjoncture économique. Elle n'a pas traité véritablement de la question des modalités d'accès et de retrait du marché du travail. On pourrait compléter la mise en accusation du réductionnisme de la problématique consacrée par la sociologie du travail classique, mais si celle-ci a pu s'enfermer dans une vision étroite, se focalisant avant tout sur les situations de travail dans l'atelier, le traité qui l'institutionnalise offre un large panorama des objets et champs du sociologue. Les thèmes abordés dans le traité sont listés par J.C. Rabier, 1990. L'objet, la méthodologie de la discipline, les relations que celle-ci entretient avec les autres disciplines des sciences sociales et économiques. La population active, les formes d'emploi, les structures de l'emploi. La qualification du travail et la formation professionnelle. Le chômage. L'évolution technique et ses incidences sur le travail. L'organisation du travail et l'organisation de l'entreprise. La question du pouvoir dans l'entreprise. Les valeurs et attitudes au travail. Les conflits du travail, les relations collectives, les règles juridiques. Le travail dans la société industrielle, son rôle dans la construction des identités sociales. Pour résumer, si le traité de sociologie du travail part d'une diversité de thèmes et d'une ambition très généreuse, l'étude de la société qui se constitue à l'occasion du travail, la sociologie dans ses pratiques de recherche va prendre une orientation psychosociologique, se focalisant avant tout sur la relation que l'homme entretient avec l'activité productive. G. Friedman, 1949, n'affirmait-il pas lui-même que la sociologie du travail était nécessairement une psychosociologie ? À Touraine, 1994, peut-on conclure que la sociologie du travail est fille de la sociologie weberienne ? La sociologie du travail a été la production la plus importante de la sociologie d'inspiration weberienne, tandis que l'étude des normes, de la socialisation, de l'institutionnalisation ou de la déviance nourrissait les enfants de Durkheim, PVI.
Ce diagnostic d'un des héritiers de la sociologie du travail a l'avantage de souligner l'influence de G. Friedman sur l'orientation de nombreux travaux de recherche, mais ne le fait-il pas au détriment de perspectives s'attachant moins aux travailleurs qu'au salariat, moins au travail concret qu'au travail abstrait pour reprendre la terminologie marxiste, qui auront peut-être moins d'écho auprès d'une génération de chercheurs, mais qui donneront d'emblée à voir le pluralisme de la discipline ? 1.2 Éclatement de la sociologie du travail et diversification paradigmatique. Dès sa fondation, sous l'influence de G. Friedman, la sociologie du travail française tire plus vers le proudhonisme que vers le marxisme, Rolpe, 1985. Elle s'intéresse d'ailleurs plus aux relations que le travailleur, en tant qu'individu, entretient avec son travail qu'à l'organisation et qu'aux rapports de production qui s'y logent. Elle interroge les situations concrètes de travail que vivent les individus, sans rendre compte de la dualité du travail mise en relief par Karl Marx avec l'opposition entre travail abstrait et travail concret. Une psychosociologie des travailleurs pourrait-on objecter, qui en s'enfermant par trop dans l'atelier, n'est jamais en mesure de proposer une analyse des formes institutionnelles du capitalisme. En évoluant, la sociologie du travail va devenir de plus en plus une sociologie des acteurs. En 1966, la revue Sociologie du travail annonce une orientation paradigmatique qui rappelle l'homme acteur de l'histoire et agent actif de la transformation perpétuelle de la société. Il s'agit d'étudier la société comme œuvre des hommes, concevoir ces transformations comme le produit du travail collectif. L'activité des travailleurs prime alors de plus en plus sur les rapports de production. Le développement d'une sociologie des organisations sur laquelle nous reviendrons ultérieurement parachèvera cette évolution en se tournant explicitement vers les stratégies d'acteurs dans les organisations. La sociologie met alors surtout l'accent sur l'autonomie des acteurs au travail et cherche à se démarquer des paradigmes qui voient les règles comme une contrainte qui s'impose aux acteurs, alors qu'il faudrait les envisager comme le résultat de leur jeu. De nombreuses études sociologiques qui s'inscrivent dans cette posture montreront comment les salariés corrigent eux-mêmes les dysfonctionnements en investissant les interstices de l'organisation du travail, comment la transgression du prescrit devient la condition sine qua non du bon déroulement du processus de production. Elles souscrivent à l'un des postulats de base de la sociologie des organisations, selon lequel on ne peut pas comprendre le fonctionnement réel d'une organisation sans prendre en compte la liberté de l'acteur. La sociologie du travail classique va subir d'autres assauts. Elle ne définissait, contrairement à ce qu'elle pouvait afficher dans la critique de Maillot, l'homme que par son travail. Elle se focalisait sur la relation que l'acteur entretient avec son activité professionnelle. Cette tendance privilégiera l'appartenance de classe dans la construction des identités. Ainsi, la sociologie donnera une image homogène de la classe ouvrière, l'ouvrier se définissant avant tout par la conscience qu'il a de sa condition et de son appartenance. La prégnance de l'ouvriérisme dans le milieu universitaire des années 50 et 60 ne fera pas pour autant de celui-ci un paradigme. On ne saurait donc reprocher à la sociologie du travail de s'enfermer dans un paradigme ouvriériste qui n'est plus porteur pour reprendre la critique formulée par M. Crozier, de Coster Monsieur, 1994. La notion restrictive du travail derrière laquelle on trouve l'ouvrier masculin de la grande industrie, figure emblématique de la classe ouvrière, forgée sous l'effet d'une situation de plein emploi dans la période d'après-guerre, gomme toute autre figure du travail ne cadrant pas avec ce qui est devenu pour certains un archétype. La sociologie donne alors une vision étroite du travail, et présente une notion pour le moins unidimensionnelle. Plusieurs évolutions dans les problématiques liées aux mutations de la société industrielle vont infléchir cette présentation. Les théories de la segmentation développées dès le début des années 1970 formulent une morphologie du marché du travail et de l'emploi, qui montre son hétérogénéité et rompt avec le caractère unidimensionnel de la notion de travail de la sociologie du travail naissante. D'autres problématiques tiennent compte des changements de la situation de l'emploi et posent en des termes nouveaux le rapport entre travail et non-travail. Sans s'arrêter davantage sur ces problématiques qui porteront la mise en question de l'espace paradigmatique de la sociologie du travail classique, Trippier-P, 1994, on peut dire que la nouvelle sociologie du travail, celle présentée par exemple dans le traité de sociologie du travail dirigé par M. de Coster et F. Pichot,
s'en inspirera, consacrant en quelque sorte les évolutions, puisqu'elle postulera entre autres choses que les acteurs ne se définissent plus entièrement par leur travail. Il faut sortir de l'atelier. La place occupée dans un système de production ne suffisant pas à définir l'acteur, il faut regarder en dehors. L'invitation à sortir de l'atelier faite aux sociologues trop enclins à répondre à l'appel de la sirène, ne répond-elle pas au souci de se démarquer du proudhonisme de la sociologie du travail classique ? Face à l'effritement de la condition salariale, elle est sans aucun doute une façon de le tempérer. Cette orientation est tellement nécessaire pour Atouraine, 1994, que l'on peut opposer une nouvelle sociologie du travail qui s'intéresse surtout à la rencontre d'acteurs définis non professionnellement avec une situation professionnelle, à une sociologie du travail classique où le milieu et les relations de travail constituaient la définition principale des acteurs. Cette interprétation laisse trop ouvertement supposer que la sociologie délaisse définitivement l'atelier, abandonnant un champ pour un autre, voire une unité théorique pour une autre. Or, le traité de sociologie du travail dirigé par M. de Coster et F. Pichot ne confère pas l'unité tant prisée. La sociologie sous-jacente est aussi plurielle et multiforme que la réalité du travail qu'elle cherche à comprendre. Pour Deslinard, 1986, il s'agit non pas d'un renversement paradigmatique, mais plutôt d'un éclatement du cadre théorique sous l'effet de deux courants qui écartèlent une sociologie du travail relativement homogène. Il y aurait en quelque sorte les mainteneurs qui perpétueraient la tradition d'une sociologie centrée sur l'acte productif, et les partisans de la novation qui se désintéresseraient de l'atelier pour étudier les conditions et modes de vie hors travail, les itinéraires professionnels, les trajectoires biographiques. Pour ces derniers, comprendre ce qui se passe dans les entreprises nécessiterait d'en sortir. Plusieurs voies sont alors investies. On peut citer pour exemple les études qui s'intéressent avant tout au comportement ouvrier, à la question de l'individuation ouvrière, Terra IJP, 1990, et qui discutent l'hypothèse d'une moyennisation ou d'un embourgeoisement de la classe ouvrière. Les analyses qui expliquent les relations entre la sphère familiale et la sphère professionnelle, Barrère-Morisson à Monsieur, 1992, et qui s'interrogent sur les articulations entre les différents temps sociaux. Les travaux qui posent la question de la construction des identités et des trajectoires sociales et professionnelles, Dubar-C, 1991, en observant les différents agencements qui résultent de la confrontation entre identité pour autrui, destin probable et souhaité par l'entreprise, et identité pour soi, perception individuelle établie en fonction d'une carrière passée et d'un futur désiré par le salarié, l'Allemand Monsieur 2000, page 152. Ces différentes voies investies tentent de renouveler les problématiques et ne laissent certainement pas augurer un raffermissement de l'unité paradigmatique de la sociologie du travail. Mais elles ne minent pas la légitimité de cette dernière, elles ne font que pallier certaines de ses limites sans remettre en cause ses fondamentaux. Si le diagnostic de Deslinard nous semble plus à propos que celui d'Atouraine, il n'en reste pas moins partiel et ne résiste guère à la réalité du champ de la sociologie du travail. Les courants de pensée qu'elle présente ne sauraient recouvrir l'ensemble des clivages, et ne sauraient rendre compte de la véritable balkanisation que connaît la sociologie du travail et qui voit l'émergence et l'autonomisation de nouvelles disciplines. Sociologie de l'emploi, sociologie du chômage, sociologie de l'entreprise, etc. L'hypothèse de la balkanisation nous semble confortée par la composition même du traité de M. de Coster et F. Pichot, ou encore par l'ouvrage collectif Le Monde du Travail, 1998, une juxtaposition de contributions sur des sous-champs. On peut expliquer cette balkanisation par les mutations socio-économiques. La sociologie du travail en France est née avec l'ère fordienne. La crise du régime fordien, de ses institutions, fait entrer en crise les objets traditionnels de la sociologie du travail, l'ouvrier spécialisé, la grande entreprise, l'emploi à durée indéterminée, la classe ouvrière, l'organisation taylorienne. La transformation du travail, l'augmentation du chômage, la féminisation de la main-d'œuvre, les mutations de l'organisation du travail, la multiplication des formes d'emploi atypiques, sont autant d'objets nouveaux. La démarche de nombreux sociologues sera de constituer ou de participer à la constitution de nouvelles sociologies. Ainsi M. Maruani appellera-t-elle à la fondation d'une sociologie de l'emploi qui n'occulte pas la question de l'emploi,
du rapport à l'emploi, quand Dességrestin se fera le chantre d'une sociologie de l'entreprise qui ne minimise pas la nature sociale de l'entreprise. Dans quelle mesure l'éclatement de la sociologie du travail ne relève-t-il pas plus des luttes pour le pouvoir dans l'establishment sociologique, Vincent J. Monsieur, 1993, que de véritables enjeux scientifiques? La fondation de ces nouvelles sociologies n'est-elle pas fortement conditionnée par la demande sociale? Ainsi, le déplacement de l'épicentre, du travail à l'emploi, qu'appelle de ses vœux une sociologie de l'emploi ne sacrifie-t-il pas à l'urgence de la demande sociale face aux problèmes sociaux liés à la crise économique? Chômage de longue durée, sous-emploi, restructuration et reconversion, etc. Dans le même ordre d'idées, Dességrestin ne se fait-il pas le turiféraire d'une théorie sociologique de l'entreprise, afin de justifier l'actionnalisme de R. Saint-Saulieu? De facto, n'a-t-on pas sacrifié l'unité somme toute relative de la sociologie du travail à la demande sociale, la réduisant à une sociologie caméraliste affectée non seulement par les problèmes, mais aussi les idéologies du moment, Boudon R. 2002? Le déplacement actuel des réflexions de l'emploi vers le travail lui-même qui montre une inversion de tendance par rapport aux décennies 80 et 90, ne se pose-t-il pas en preuve supplémentaire d'une discipline épousant les méandres de la conjoncture sociale et idéologique pour espérer y gagner en reconnaissance? Coller à la conjoncture et sacrifier à l'actualité. La critique ne tient pas pour les chercheurs tenant de ces nouvelles sociologies dont les interrogations peuvent régénérer la discipline, anémiée jusqu'alors par la quête d'une introuvable unité théorique. Nous reviendrons sur leur argumentaire et les justifications qu'ils avancent dans les prochaines sections de ce chapitre. Il nous faut au préalable préciser que l'éclatement de la discipline se couple avec une diversification paradigmatique renouvelant les outils, mais participant aussi au mouvement de division de la sociologie du travail. On serait alors bien loin du vœu pieux de G. Friedman et Pénaville, qui visaient à l'unir, même si nous savons qu'eux-mêmes ne pensaient pas toujours à l'unisson. À défaut d'être exhaustifs et à titre d'exemple, nous pouvons nous arrêter sur des approches qui participent toutes de la même ambition, consistant à reconsidérer la question de l'économique en interrogeant sa pénétration dans le travail contemporain. Ces différentes approches, non exclusivement sociologiques, la clinique du travail, l'anthropologie des sciences et des techniques, la sociologie interactionniste, contribueraient au renouvellement des problématiques en sociologie du travail. La psychologie de l'action qu'Y. Clos 2002 cherche à promouvoir mais l'accent sur la fonction psychologique que possède le travail. Ce dernier doit permettre à celui qui le réalise d'entrer dans un monde social dont les règles soient telles qu'il puisse s'y tenir. Et il ne s'y tient que si ces règles ne sont pas immuables, que s'il est en capacité de les négocier et de les traduire, que s'il peut se les approprier pour faire du travail un travail à soi. Le travail n'est pas seulement organisé par les concepteurs, les directeurs et l'encadrement. Il est réorganisé par celles et ceux qui le font, et cette organisation collective comporte des prescriptions indispensables à l'accomplissement du travail réel, page 9. La poursuite de l'efficacité malgré tout, pour reprendre une autre expression d'Y. Clos, 1995, n'aurait aucune chance sans l'engagement des collectifs de travail, et la mobilisation subjective de ses membres. Le travail pour celui qui le fait apparaît donc comme un espace chargé de sens, Huguetto P. 2004. Et la dimension économique de l'activité n'échappe pas à cet investissement subjectif. C'est ce que Abidet, 2001, se réclamant de l'anthropologie technique, montre par une étude monographique menée dans une grande entreprise de télécommunications. Les formes d'économie spontanée déployées dans l'activité versus l'économie des économistes sont indispensables à l'efficience productive. Elles donnent à lire le travail auquel se livrent les personnes pour tenter de stabiliser envers et contre tous leurs entours, pour interpréter ce dont il est question dans leur univers professionnel, qu'il s'agisse de s'en démarquer ou de s'y inscrire, Bidéa, 2001 page 230. Les approches interactionnistes ne font que corroborer ces thèses en présentant l'économique comme un ordre négocié, au sens où l'activité réellement effectuée résulte d'une nécessaire composition des injonctions managériales avec les conceptions que les différents groupes professionnels se font de la manière dont il convient de procéder. Huguetto P. 2004 page 39. La vie des organisations ne peut être saisie pleinement pour Astros, 1992, à qui l'on doit l'expression d'ordre négocié,
si l'on ne concentre pas son attention sur le caractère négocié de l'ordre social, continuellement reconstitué par les professionnels. Là aussi, il s'agit de voir quel sens les acteurs donnent à leur action dans la veine de la sociologie compréhensive, mais aussi quelles actions concrètes, quelles formes d'engagement, quelle expérience économique dans le quotidien professionnel développent-ils qui changent le sens même du travail. Il faudrait davantage discuter les thèses des auteurs évoquées ci-dessus. Nous retiendrons pour l'heure le bilan de P. Huguetto 2004, pour qui la sociologie du travail serait confrontée à deux grands paradigmes offrant deux modalités de prise en compte de la pénétration de l'économique dans le travail contemporain. L'un, issu de l'approche fondatrice, met en valeur les rapports sociaux propres au monde du travail salarié et tend, de ce fait, à circonscrire assez strictement l'économique à la sphère gestionnaire et à ses acteurs. L'économique demeure d'une nature assez fortement étrangère aux salariés, voire aliénante. L'autre, par contre, puisant notamment son inspiration dans l'interactionnisme et dans la clinique de l'activité, constitue plutôt un paradigme de l'action au travail. Dans ce cadre, l'économique relève simplement du faisceau des contraintes et des appuis de l'action et peut prendre place dans ce qui dispose le sujet à construire le sens et l'efficience de son travail et à s'y investir subjectivement. Page 41. Cette seconde voie, via l'analyse des formes modernes d'engagement dans le travail, conduirait à une exploration nouvelle de la question économique. Si l'ambivalence de l'activité productive est toujours soulignée, le regard sociologique porte avant tout sur le pouvoir d'action, la capacité à donner du sens et l'engagement de la subjectivité de ceux qui s'affrontent au quotidien à des situations professionnelles, Zarifian P. 2003. Mais cette pente théorique, alimentée par des approches et des disciplines différentes, qui consiste à poser le travail comme une réalité fondamentalement créative, n'incite-t-elle pas au déploiement exclusif d'une sociologie de l'individu en vogue aujourd'hui, l'allemand Monsieur 2003 ? En se retranchant sur une position essentiellement actionniste, la sociologie du travail est-elle encore en mesure de penser le fait institutionnel ? En se recentrant sur l'acteur au travail, en explorant pour elle-même l'épaisseur concrète des activités de travail, Bidéa, 2001, ne laisse-t-elle pas la réflexion sur la rationalisation des institutions, celles qui relèvent du travail, à d'autres sociologies spécialisées plus enclines a priori à en rendre compte ? Ces sociologies, entendons d'abord la sociologie des organisations puis la sociologie des entreprises, se saisissent-elles de ces questions ? Quels sont les schémas d'analyse qu'elles mobilisent ? Du travail à l'organisation, de l'organisation à l'entreprise, que nous enseignent ces déplacements et tournants problématiques ? 2. Sociologie des organisations versus sociologie du travail. 2.1 La partition de la sociologie des organisations. La balkanisation de la sociologie du travail commence par l'autonomisation de la sociologie des organisations. Cette dernière émerge sous l'aile protectrice des spécialistes du travail, avant de conquérir ultérieurement une plus grande autonomie, l'allemand Monsieur, 2000. Le Centre de sociologie des organisations est fondé par M. Crozier au début de la décennie 1960 qui avait déjà créé un groupe de travail au sein du laboratoire de sociologie européenne dirigé par R. Aron étudiant exclusivement les problèmes d'organisation. Elle hérite de la mère discipline, son analyse critique du taylorisme et de la civilisation industrielle en général. Elle reprend un de ses postulats de base faisant du travail le soubassement de la société moderne, rappelant chemin faisant la centralité du travail, mais en se tournant explicitement vers les stratégies d'acteurs dans les organisations, elle fait primer l'activité des travailleurs sur les rapports de production et va donc jouer une toute autre partition. Insatisfait de la place accordée à l'individu dans les études sur les organisations, des sociologues vont mettre l'accent sur l'autonomie des acteurs au travail, critiquant la tentation visant à réduire les interventions individuelles et collectives à des rôles, des statuts et des fonctions. En réaction aux courants structuro-fonctionnalistes alors dominants, ils militent en faveur d'un retour de l'acteur et donc d'un cadre non déterministe. Ce parti pris pour l'individualisme méthodologique peut expliquer en partie le partage des objets entre une sociologie du travail portant principalement attention à la division du travail et à la rationalisation, et une sociologie des organisations privilégiant pour sa part l'examen des relations de pouvoir et de leurs effets sur les systèmes d'action concrets, l'allemand Monsieur 2000.
L'appareillage conceptuel du paradigme de l'action organisée que l'on trouve déjà dans l'ouvrage fondateur L'acteur et le système, Crozier Monsieur, Friedberg, 1977, est bien connu, et l'emploi quasi naturel des notions de stratégie, de rationalité limitée, de pouvoir, de système d'action concret, de zone d'incertitude aujourd'hui montre combien la sociologie des organisations en France est marquée du sceau de l'analyse stratégique. Pour M. Crozier et Friedberg, les organisations, leur fonctionnement et dysfonctionnement ne peuvent être analysés comme étant extérieurs aux membres de ces organisations et doués d'un pouvoir de coercition en vertu duquel ils s'imposeraient à eux. La liberté de l'acteur est un fait comme l'existence de systèmes organisés. Bien qu'ils admettent les contraintes de l'action collective, les auteurs se réclament d'une position actionniste, car l'homme, affirme-t-il, garde toujours un minimum de liberté et il ne peut s'empêcher de l'utiliser pour battre le système. C'est donc dans le vécu des acteurs, leurs choix ou décisions, les relations qu'ils nouent, qu'il est possible d'appréhender le caractère structuré du système. Le concept de système d'action concret rend justement compte de cette manière dont les acteurs organisent leur système de relations pour résoudre les problèmes concrets posés par le fonctionnement de l'organisation, relations informelles qui par définition ne sont pas prévues par l'organisation mais nécessaires à son fonctionnement. L'exemple désormais classique de la gestion des pannes de machines à la Seita, atelier de manufacture de tabac, permettra ainsi à M. Crozier, 1963, de révéler la distance entre sa structure formelle et le système d'action concret fondé sur un accord informel entre ouvriers de production, ouvriers d'entretien et chefs d'atelier. Conformément au paradigme de l'action organisée, chacun de ces trois acteurs tire son épingle du jeu en développant et en s'accordant sur des pratiques informelles qui contournent les conduites officielles à tenir, les opérateurs de production en préservant leur solidarité mutuelle et leur bonne entente avec l'entretien, tout en allégeant la tutelle hiérarchique, les ouvriers de l'entretien en s'octroyant la place centrale dans la régulation de l'atelier en lieu et place du chef. Le chef, en donnant sa caution à une situation qui garantissait finalement sa propre sécurité. Ségrestin D. 1992, page 121. Sans saisir la nature de ces jeux entre acteurs et la production de relations et règles informelles, on ne peut comprendre comment les organisations fonctionnent ou parfois fonctionnent mal. Dans la même veine, la théorie sociologique de la régulation portera son regard moins sur le respect des règles que sur leur production qui constitue le ressort principal des organisations. Elle répond donc à la question de la construction des règles, celles par lesquelles un groupe social se structure et devient capable d'action collective. J.D. Reynaud, 1988, distingue deux types de régulation. Une régulation de contrôle constituée de l'ensemble des règles émises par les directions et le management, et une régulation autonome venant des groupes qui jouent avec les régulations de contrôle pour recréer un ensemble conforme à leurs objectifs et leurs stratégies. Comme dans le système d'action concret de M. Crozier et Friedberg, les individus ne reçoivent pas les règles passivement, ils cherchent à se les approprier et à les modifier en fonction des objectifs qu'ils poursuivent. Les deux régulations sont rationnelles. Les acteurs qui les incarnent poursuivent de manière cohérente des fins conformes à leurs préférences tout en obéissant à une rationalité de production et d'efficacité. Elles incluent généralement, nous précise J.D. Reynaud, un enjeu commun, admettent une validation externe qui, malgré ses ambiguïtés, peut les départager et arbitrer temporairement leurs conflits. On aboutit ainsi à un compromis entre régulation de contrôle et régulation autonome, que l'auteur nomme régulation conjointe. S'appuyant sur la théorie de la régulation conjointe, Gilbert de Terssac 1992, enquêtant dans de grands systèmes automatisés, chimie, cimenterie, électricité, presse, entend montrer qu'il y a bien deux types de règles qui sont complémentaires, les règles formelles auxquelles s'ajoutent ou se substituent des règles non écrites. Cet écart observé lui permet non seulement de confirmer l'assertion chère à la sociologie française des organisations selon laquelle la manière de travailler n'est jamais totalement imposée de l'extérieur par l'ensemble des contraintes qui pèsent sur l'action. La mobilisation de soi dans l'acte productif ne se résumant jamais à l'usage qu'en réclament les directions. Il le conduit également à pointer le déclin et le déplacement du prescriptif dans la réalité organisationnelle contemporaine. Pour G. de Terssac, le stade actuel de la rationalisation viserait à assurer la plus grande mobilisation de tous les acteurs par la légalisation d'un système indulgent,
c'est-à-dire par la création des possibilités de constitution de règles sans cesse renégociées. Les organisations se démocratiseraient, elles deviendraient plus souples et laisseraient beaucoup plus d'autonomie aux acteurs. Sous l'influence de M. Crozier et E. Friedberg, la sociologie française des organisations va centrer l'analyse des organisations sur l'étude des zones d'autonomie des acteurs, évacuant en grande partie la question des contraintes qui s'imposent aux acteurs et surtout, celle des contraintes produites intentionnellement dans une perspective de gouvernement de l'organisation et des personnes. Elle occulte alors la question de la domination, dans la compréhension du fonctionnement des organisations. L'organisation est vue comme un ensemble d'accords et non pas comme une structure supportant un projet de domination. Le pouvoir s'exprime davantage dans les jeux contingents autour des règles de l'organisation que dans des structures de gouvernement centralisées. La contrainte n'est acceptable qu'à partir du moment où elle est conçue comme un motif de l'action, et non comme un obstacle. Autrement dit, la régulation de l'organisation ne s'opère pour M. Crozier et E. Friedberg que par des mécanismes de jeu. Il n'y a donc pas de contrainte qui puisse entièrement déterminer l'acteur et ses stratégies. Dans la mesure où le pouvoir n'est que relation, échange et négociation, l'approche stratégique fait peu de place à la domination. Il n'y a pas de dominant et de dominé pour le paradigme de l'action organisée, mais des acteurs qui disposent de ressources différentes en fonction de leur situation dans l'organisation, leur donnant une capacité différente à agir. Descourpasson 2000 parle de l'aversion croziérienne pour la domination, qui apparaît pourtant comme un mode effectif, voire incontournable de gouvernement des organisations contemporaines. 2.2 L'entreprise comme forme d'accord, ou l'idée compromettante du compromis. Le succès de la sociologie des organisations en France est aussi celui de l'analyse stratégique et de ses présupposés théoriques, qui renvoient de façon plus générale à l'idée de compromis, paradigme dominant de ces 2 dernières décennies, APB 2005. Descourpasson, 2000, a montré brillamment l'influence de la matrice de la sociologie de l'action organisée sur la manière de penser en France le phénomène organisationnel. Les approches convergent sur la conception de l'entreprise comme forme d'accord. Le choix d'étudier en premier lieu les accords et les arrangements entre acteurs fait de l'organisation quelque chose de très éloigné d'une structure de domination contraignante et centralisée. Dans la version issue de J.D. Reynaud, sans parler d'harmonie ou de consensus, puisqu'il y a bien mise en concurrence entre 2 sources de régulation, l'organisation est un espace de compromis sur les règles d'action fait de négociation et d'acceptation réciproque. Très influente, la sociologie de Reynaud fait finalement de l'organisation un lieu relativement feutré, où chacun tend à accepter les contraintes et les limites d'action pour se convaincre isolément, grâce à la subjectivité renaissante, de la légitimité des principes d'efficacité qui sont à la base des accords nécessaires pour l'organisation. De son côté, E. Friedberg parie sur le gouvernement par l'informel et rejoint alors Reynaud dans l'idée de la multiplication des arrangements possibles, même s'il y voit plus de rapports de pouvoir inégaux que de négociations vraiment équilibrées. La logique de l'accord culmine évidemment chez les sociologues institutionnalistes, nous y revenons dans le paragraphe suivant, puisqu'au fond, selon eux, l'institutionnalisation est justement permise par un accord qui fonde le partage de valeurs, de normes et de projets légitimant l'entreprise face à la société. Sur cette même évidence de l'accord, progressivement étayée par le conventionnalisme naissant, pouvait alors s'épanouir dans les années 1990 une vision en définitive contractuelle de l'organisation. Salariés et employeurs entrant en effet dans une relation d'équivalence leur permettant précisément de conclure un contrat régissant un rapport marchand et social, où la notion juridique de subordination semble disparaître. Courpasson D. 2000 page 85. Considérer l'entreprise comme forme d'accord revient ainsi à étudier l'échange entre employeurs et salariés sous l'angle de la relation contractuelle qui les lie, et non plus sous celui du rapport salarial qui les oppose, comme si on avait désormais affaire à un contrat synalagmatique délesté des antagonismes pouvant bousculer et affecter les conventions établies entre les parties. De nouvelles approches sociales. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.